Dans l'ombre d'une place française, un homme en uniforme brise le silence par sa dignité, défiant l'injustice d'un seul regard. Avant tout, un geste. Commentez un et abonnez-vous si vous croyez en la justice. Un like si vous résistez. La fin de la vidéo réserve une surprise qui va vous marquer. Le soleil n'avait pas encore percé les nuages gris qui pesaient sur la petite ville d'Élange. Les pavés de la place centrale, luisants d'une pluie matinale, reflétaient les enseignes des cafés et les silhouettes pressées des passants. Un vent léger agitait les drapeaux tricolores accrochés aux lampadaires, et l'odeur du pain frais se mêlait à celle du bitume humide. Pourtant, sous cette apparence paisible, une tension sourde grondait. Les regards se croisaient, furtifs, comme si chacun savait qu'un orage attendait son heure. Au milieu de la place, un homme avançait, lent mais droit. André Dubois, un cendre dans les cheveux, un vieux uniforme militaire sur les épaules. La veste, usée, portait encore l'insigne fané des forces spéciales, un écusson que le temps n'avait pas effacé. Sa canne, un bois sombre poli par les années, claquait doucement contre le sol. Chaque pas semblait mesurer le monde, comme s'il connaissait la valeur exacte de chaque pierre qu'il foulait. Il ne mendiait pas, ne cherchait pas les regards. Il marchait, simplement, avec la dignité de ceux qui ont vu trop pour plier. À l'angle de la place, une voiture de police freina brutalement, bloquant le passage piéton. Les portières s'ouvrirent et l'officier Laurent Garnier en sortit. Grand, la mâchoire serrée, ses lunettes de soleil masquées à des yeux qui cherchaient la bagarre plus que la paix. Il ajusta son képi, un geste théâtral, et son regard se posa sur André. « Hé, le vieux !» lança-t-il, sa voix tranchante perçant le brouhaha de la place. Les têtes se tournèrent, des clients attablés aux terrasses, des passants pressés, des pigeons qui s'envolèrent. André s'arrêta, sa canne immobile. Il leva les yeux, calme, profond, comme un lac que rien ne trouble. Garnier ricana, s'approchant d'un pas lourd. « Force spéciale, hein? À ton âge, tu tricotais des médailles ou quoi ?» Quelques rires nerveux fusèrent dans la foule. Un homme au café voisin baissa les yeux, mal à l'aise. Une femme serra son sac contre elle. André, lui, ne bougea pas. Ses lèvres restèrent closes, mais son regard, fixe, semblait dire « Continue, je t'écoute ». Garnier n'aimait pas ce silence. Il n'aimait pas ces yeux qui ne sillaient pas. Il s'approcha encore, son souffle chaud, son ton plus bas, plus menaçant. « Tu crois que cet uniforme te donne des droits? T'es rien ici, grand-père. » Il attrapa le bras d'André, le tordant avec une force inutile. Un craquement sec résonna, celui des os usés sous la poigne brutale. La canne glissa des mains d'André, heurta le sol dans un bruit sourd. Garnier la ramassa, la brandit comme un trophée, puis, d'un geste sec, la brisa en deux. Le bois éclata, des éclats volant jusqu'au caniveau. Un murmure traversa la foule, comme un souffle retenu. André fixa les morceaux brisés, son visage impassible, mais ses yeux, oh, ses yeux portaient une douleur ancienne, plus profonde qu'un simple bout de bois cassé. Il ne cria pas, ne protesta pas. Il se tenait là, droit, comme si la gravité elle-même refusait de le faire plier. « Obéis, ou tu finis par terre », siffla Garnier, tirant les menottes de sa ceinture. Le métal cliqueta, froid, impitoyable. Il passa les menottes autour des poignets d'André, serrant jusqu'à ce qu'un filet de sang perle sur la peau ridée. La foule retint son souffle. Une femme, Madame Lefebvre, se leva d'un banc, ses mains tremblantes serrant un sac en toile. Ses cheveux blancs dansaient dans le vent, ses yeux brûlaient de colère. « Cet homme a sauvé mon fils !» cria-t-elle, sa voix brisée mais claire. « À Beyrouth, il a porté mon fils sur son dos, sous les tirs. Vous n'êtes rien à côté de lui. » Garnier se tourna, son rictus crispé. « Madame, reculez, ou vous serez la prochaine. » Sa main effleura son taser, un avertissement muet. Madame Lefebvre s'arrêta, mais ses yeux restaient plantés dans ceux de Garnier, comme des lames. À quelques mètres, Camille, une étudiante en art, observait,
Son téléphone à la main, ses doigts tremblaient, mais son instinct prit le dessus. Elle appuya sur enregistrer. L'écran captura tout, la canne brisée, le sang sur les poignets d'André, la voix arrogante de Garnier. Elle zooma sur l'insigne d'André, fané mais fier, cousu sur la veste comme un défi au temps. Son cœur battait fort, un mélange de peur et de révolte. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait que ce geste pouvait tout changer. Pourtant, elle hésita, son pouce frôlant le bouton partagé. Une voix dans sa tête murmurait « Et si ça me retombe dessus ?» Mais les yeux d'André, calmes, imperturbables, semblaient lui dire « Fais-le ». Elle appuya. La vidéo s'envola sur les réseaux, un hashtag simple « Justice pour André ». Dans la foule, un jeune policier, Étienne, se tenait en retrait. Son badge brillait encore, trop neuf, trop propre. Il regardait Garnier, son supérieur, avec un malaise croissant. Il fit un pas, ouvrit la bouche. « Monsieur, peut-être qu'on devrait… » Garnier le coupa, sa voix comme un fouet. « Un mot de plus, et tu retournes au standard, gamin. » Étienne se figea, ses poings serrés. Il baissa les yeux vers André, vers le sang qui gouttait sur le pavé, vers la canne brisée. Il voulut parler, agir, mais le poids de l'uniforme le cloua sur place. Il se sentit petit, inutile, comme un pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas encore. La foule grossissait, un cercle de murmures et de téléphones levés. Une enfant, perchée sur les épaules de son père, demanda « Pourquoi ils font mal au monsieur ?» Son père, un ouvrier aux mains calleuses, ne répondit pas. Il serra les lèvres, ses yeux fixés sur André. Il connaissait ce regard, celui d'un homme qui a vu la guerre, qui a porté des fardeaux plus lourds que des menottes. Il murmura, plus pour lui-même, parce qu'ils ne savent pas qui il est. À côté, un vieil homme, un ancien cheminot, sortit un carnet et griffonna quelque chose, ses mains tremblant de colère. Il arracha la page, la tendit à un adolescent qui passait. « Mets ça en ligne, petit, que tout le monde sache. » L'adolescent, lunettes épaisses et sac à dos usé, hocha la tête, tapa frénétiquement sur son téléphone. Le message était simple. Un héros menotté. Honte à nous. Garnier, indifférent au regard, traîna André vers la voiture. Les menottes cliquetaient, le sang tachait la manche de l'uniforme. André ne résista pas. Il monta à l'arrière, son dos droit, son regard fixé sur un point invisible. La portière claqua, un son sec qui résonna comme un verdict. Garnier démarra, un sourire satisfait aux lèvres. Il pensait avoir gagné. Il pensait que le silence d'André était une reddition. Il se trompait. Ce silence n'était pas une faiblesse. C'était une tempête qui attendait son heure, une force contenue, prête à éclater. La voiture s'éloigna, laissant derrière elle une place silencieuse, mais pas vide. Les pavés portaient encore la trace du sang, les éclats de la canne brisée scintillaient sous le soleil timide. Et dans les mains de Camille, le téléphone vibrait déjà, des notifications en cascade. La vidéo avait atteint 1000 vues en quelques minutes, puis 10 000, puis 100 000. À l'intérieur du commissariat, l'atmosphère était lourde. Les néons crachaient une lumière crue sur les murs gris. Les officiers vaquaient à leurs tâches, mais leurs gestes étaient mécaniques, leurs regards fuyants. Étienne, assis à son bureau, fixait un écran noir. Il repensait à André, à ce regard qui semblait tout voir, tout juger. Il tapa un rapport, ses doigts hésitants. Il voulait écrire la vérité. Abus de pouvoir, arrestation injustifiée. Mais la voix de Garnier résonnait encore dans sa tête, comme un écho menaçant. Il effaça les mots, referma l'ordinateur. Dehors, la foule ne partait pas, les pancartes naissaient, artisanales, rageuses. « Libérez André !» disait l'une. « Honte à Garnier !» criait une autre. Madame Lefebvre, toujours là, parlait à un journaliste local, sa voix tremblante mais ferme. « Cet homme a risqué sa vie pour nous, et eux, ils le traitent comme un criminel. » Camille, à l'écart, lisait les commentaires sous sa vidéo. Certains louaient son courage, d'autres l'insultaient, l'accusant de chercher la gloire. Son téléphone sonna. Sa mère, paniquée. « Camille, qu'est-ce que tu as fait? Supprime ça tout de suite. » Camille ferma les yeux.
serra le téléphone contre sa poitrine. Elle pensa à André, à son silence, à sa dignité. Elle ne supprimerait rien. Elle releva la tête, tapa une réponse. « Je ne regrette rien. Il mérite qu'on le voie. » Elle envoya, le cœur battant. À cet instant, elle sentit qu'elle n'était plus seulement une étudiante. Elle était une voix, un témoin, un maillon dans une chaîne qu'elle ne comprenait pas encore. Au même moment, dans un bureau discret, loin de la place, une femme en tailleur noir fixait un écran. Sophie, journaliste indépendante, venait de recevoir une alerte. La vidéo de Camille. Elle cliqua, regarda, 2 fois, 3 fois. Chaque image brûlait. Elle reconnut l'insigne d'André, fouilla ses archives. Un nom surgit. André Dubois, force spéciale, héros discret de missions oubliées. Elle ouvrit un nouveau document, ses doigts courant sur le clavier. Elle savait que cette vidéo n'était pas qu'un incident. C'était une fissure dans un mur, une brèche dans un système. Elle murmura, presque pour elle-même. Ils ont touché à l'homme qu'il ne fallait pas. Dans la voiture de police, André restait silencieux. Garnier, au volant, lançait des regards dans le rétroviseur, cherchant une réaction, un signe de faiblesse. Rien. André fixait la vitre, les immeubles défilant comme des ombres. Il ne voyait pas Élange. Il voyait des déserts, des jungles, des nuits où le silence était la seule arme contre la mort. Il ajusta ses poignets, le métal mordant sa peau. Une goutte de sang tomba sur son genou. Il ne scia pas. Garnier, agacé, alluma la radio. Une voix nasillarde parlait du temps. Mais dehors, le temps changeait. Les réseaux s'enflammaient, les murmures devenaient des cris. La place, autrefois paisible, était devenue un tribunal à ciel ouvert. Et André, menotté, immobile, était déjà plus grand que l'homme qui l'avait enchaîné. Le commissariat apparut, un bâtiment trapu, gris, comme un bunker oublié. Garnier gara la voiture, ouvrit la portière. « Bouge !» ordonna-t-il. André descendit, lent, précis. Ses bottes touchèrent le sol, un pas mesuré, presque solennel. Garnier le poussa vers l'entrée, mais André ne trébucha pas. Il entra, tête haute, comme s'il traversait un champ de bataille, pas un couloir. À l'intérieur, les officiers s'arrêtèrent. Une femme au standard baissa les yeux. Un homme rangea un dossier, mal à l'aise. Étienne, dans un coin, serra les poings. Il voulut parler, mais le regard de Garnier le cloua sur place. André s'assit sur une chaise en métal, les menottes cliquetant. Garnier ricana. « T'es à l'aise, hein? Profite, c'est pas un hôtel. » André ne répondit pas. Son silence, lourd, semblait absorber la lumière. Garnier s'éloigna, satisfait, inconscient de la tempête qu'il venait de déclencher. Dehors, la place ne dormait pas. Les pancartes s'élevaient, les téléphones filmaient, les voix s'amplifiaient. Madame Lefebvre, toujours là, parlait à un groupe de jeunes. « Il a sauvé des vies », répétait-elle, ses yeux humides. « Et ils l'ont brisé. » Camille, à quelques pas, sentit son téléphone vibrer encore. Un message de Sophie. « On doit parler. Ton courage peut tout changer. » Camille sourit, un sourire fragile mais déterminé. Elle ne savait pas où cela l'amènerait, mais elle savait une chose. Elle avait allumé une étincelle. Et cette étincelle, portée par le silence d'André, allait devenir un feu. Le commissariat des Langes semblait respirer sous une pression invisible. Les néons clignotaient, comme hésitant à révéler ce qui se tramait dans les couloirs sombres. Dehors, la place centrale s'était transformée. Les pancartes s'agitaient, des mots griffonnés à la hâte. « Justice pour André ». Les voix, d'abord timides, s'amplifiaient, un cœur de colère contenue. Les passants, autrefois indifférents, s'arrêtaient, regardaient, filmaient. Les téléphones captaient chaque détail. Les éclats de la canne brisée, toujours au sol, les traces de sang sur les pavés, comme une signature que la pluie n'avait pas effacée. À l'intérieur, André Dubois restait assis, menottes aux poignets, dos droit, regard fixé sur un point que personne d'autre ne voyait. Son silence n'était pas une absence. C'était une présence, lourde, palpable, comme un rocher au milieu d'un torrent. Les officiers passaient, évitant ses yeux. Ils sentaient ce poids, même s'ils ne l'admettaient pas. Laurent Garnier, lui, arpentait les couloirs,
son képi légèrement de travers, son assurance fissurée par les murmures qui filtraient un des murs. Il alluma un écran, espérant noyer l'agitation dans les nouvelles locales. Mais là, sur chaque chaîne, la vidéo de Camille tournait en boucle. 16 secondes. 16 secondes qui avaient mis le feu à Élange. Camille, dehors, serrait son téléphone, le cœur battant. Les notifications s'accumulaient, des milliers de partages, des commentaires enragés, des messages de soutien, mais aussi des insultes. Traîtresse. Chercheuse de gloire, elle ferma les yeux, inspira. Elle revoyait le regard d'André, ce calme qui semblait défier le chaos. Elle tapa un nouveau message sous la vidéo. « Ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. » Elle envoya, ignorant la boule dans sa gorge. À quelques mètres, Madame Lefebvre parlait à un groupe de jeunes, sa voix tremblante mais ferme. « André a porté mon fils sur son dos, sous les balles. Il n'a jamais demandé de médaille. Et eux, ils lui crachent dessus. » Ces mots résonnaient comme un appel. Un adolescent, casquette à l'envers, tapa sur son téléphone, relayant la vidéo sur un forum. Le hashtag « Justice pour André » grimpait, une vague déferlant sur les réseaux, des cafés d'Élange au bureau de Paris. La vidéo n'était plus une simple image, c'était un miroir, reflétant une vérité que beaucoup avaient préféré ignorer. Dans un bureau discret, à l'autre bout de la ville, Sophie, la journaliste indépendante, fixait son écran. Ses lunettes glissaient sur son nez, ses doigts dansaient sur le clavier. Elle avait creusé toute la nuit, fouillant des archives poussiéreuses, des rapports enterrés. Laurent Garnier. 3 plaintes pour abus de pouvoir, toutes classées sans suite. Un réseau de protection, des signatures de la mairie, des silences achetés. Elle trouva une photo. Garnier, souriant, serrant la main du maire lors d'un gala. Sous l'image, une note interne. L'officier Garnier est un atout. Toute critique est infondée. Sophie serra les lèvres. Elle ouvrit un autre dossier, marqué confidentiel. André Dubois, force spéciale, mission classifiée, un homme qui avait refusé des décorations pour protéger ses hommes. Elle murmura « Ils ont touché à une légende ». Son téléphone vibra. Un message de Camille. « Je veux aider ». Sophie répondit « Reste en sécurité, je m'occupe du reste ». Elle savait que cette histoire allait au-delà d'un incident. C'était une fracture dans un système qui protégeait les siens au mépris de la justice. Au commissariat, Étienne, le jeune policier, sentait ses mains trembler. Il était dans la salle de pause, une tasse de café froid entre les doigts. Il repensait à la place, au sang d'André, à la canne brisée. Il avait voulu parler, arrêter Garnier, mais la peur l'avait paralysé. Maintenant, il fixait l'écran de son ordinateur. Un rapport vierge. Il tapa. Arrestation injustifiée. Abus de pouvoir. Ses doigts s'arrêtèrent. La voix de Garnier résonnait encore. « Tu veux finir au standard ?» Étienne ferma les yeux, revit le regard d'André, ce calme qui semblait dire « Choisis ton camp ». Il rouvrit l'ordinateur, continua d'écrire. Il ne savait pas si quelqu'un lirait, mais il devait le faire, pour André, pour lui-même. À cet instant, un collègue entra, un officier plus âgé, Marc. Grand, les cheveux grisonnants, un regard dur mais juste. Marc avait servi avec André, des années plus tôt, dans des missions dont on ne parlait pas. Il posa une main sur l'épaule d'Étienne. « Tu fais ce qui est juste, petit. » Étienne hocha la tête, les larmes aux yeux. Marc ajouta, à voix basse. « André a toujours été comme ça, silencieux, mais plus fort que nous tous. » Dehors, la foule grossissait. Les pancartes se multipliaient, les voix s'unissaient. Un vieil homme, en veste de laine, brandissait une photo jaunie d'André, jeune, en uniforme, un sourire discret aux lèvres. « C'était à Beyrouth », dit-il à un journaliste. « Il nous a tous sauvés. » Une femme, la trentaine, tenait un mégaphone, sa voix claire. « Nous ne partirons pas tant qu'André n'est pas libre. » Les téléphones filmaient, les réseaux s'enflammaient. La vidéo de Camille atteignait des millions de vues. Les hashtags se propageaient.
H. Hanté à Garnier. H. André Debout. À Paris, un député tweeta: une enquête doit être ouverte. La justice ne peut pas fermer les yeux. À Élange, le maire, dans son bureau cossu, éteignit son téléphone, nerveux. Il savait que la tempête approchait. Dans une salle obscure, loin de la ville, un écran clignota. Une femme en tailleur noir, cheveux tirés en chignon sévère, fixait un dossier marqué « Classifié ». Bureau national d'enquête. Le nom d'André Dubois apparut, accompagné d'une photo ancienne. Un jeune homme, uniforme impeccable, debout à côté d'un général. En dessous, une note. Consultant actif, niveau 5. Ne pas détenir sans autorisation fédérale. Elle tapa un code, ses doigts précis. Une alerte s'afficha. Protocole A4 déclenché. Détention non autorisée. Elle décrocha un téléphone, sa voix froide. Envoyer une équipe. Immédiatement. À Élange, personne ne le savait encore, mais le sol tremblait déjà sous le commissariat. André n'était pas un simple vétéran. Il était une ombre, un homme dont le silence portait le poids de secrets d'État. Au commissariat, Garnier sentait la pression monter. Il arpentait la salle d'interrogatoire où André était toujours assis, immobile. « Tu penses que t'es spécial, hein ?» lança-t-il, sa voix tremblante de rage contenue. « Ton insigne, c'est du passé. Ici, c'est moi qui décide. » André leva les yeux, lentement, pas pour défier, mais pour observer. Ce regard, calme, précis, fit reculer Garnier d'un pas. Il détestait ce silence, cette absence de peur. Il s'approcha, trop près, son souffle heurtant le visage d'André. « Dis quelque chose, vieux. Dis que t'as peur. » André ne bougea pas. Il respira, un souffle lent, mesuré, comme s'il pesait chaque mot qu'il refusait de prononcer. Puis, d'une voix basse, presque un murmure, « Sais-tu où j'ai été ?» Garnier cligna des yeux, déstabilisé. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Il tourna les talons, claqua la porte. Il ne savait pas pourquoi, mais ce regard, ces mots, l'avaient ébranlé. Dehors, Sophie arriva sur la place, son carnet à la main. Elle repéra Camille, seule, près d'un lampadaire. « Tu es celle qui a filmé ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Camille hocha la tête, méfiante. Sophie sourit. « Tu as fait ce que beaucoup n'auraient pas osé. Viens, on va creuser ensemble. » Camille hésita, puis suivit. Elles s'assirent dans un café, à l'écart. Sophie montra ses notes. Des plaintes contre Garnier, des rapports falsifiés, des liens avec la mairie. « Ce n'est pas juste, André, » dit-elle. « C'est un système. » Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle n'était plus seule. Elle était dans la bataille. Au même moment, Marc, l'ancien camarade d'André, entra dans le commissariat. Il ne portait pas d'uniforme, juste une veste usée, mais son regard parlait de combats anciens. Il demanda à voir André. Garnier refusa, un rictus aux lèvres. Pas de visiteurs pour les criminels. Marc ne sia pas. Criminel, cet homme a sauvé des vies quand tu jouais encore aux billes. Garnier rougit, mais tint bon. Marc sortit, rejoignit la foule. Il parla, sa voix grave. « André a refusé une médaille pour protéger un de mes hommes. Il ne plie pas, nous non plus. » La foule applaudit, un grondement sourd. Les pancartes s'élevèrent plus haut. À l'intérieur, Étienne craqua. Il rouvrit son rapport, tapa furieusement. Abus de pouvoir, arrestation illégale, discrimination. Il envoya le document à un contact anonyme, un ami dans un journal local. Il savait les risques, sa carrière, son avenir, mais il revoyait André, ce sang sur ses poignets, ce silence plus fort que les cris. Il murmura « Pardon, monsieur ». Il ne savait pas si André l'entendrait jamais, mais il devait agir. Le rapport fuita, atteignit Sophie. Elle sourit, un sourire de victoire. La vérité gagnait du terrain. Soudain, 3 SUV noirs s'arrêtèrent devant le commissariat. Pas de sirène, pas de gyrophare, juste une précision froide. Une femme en sortit, tailleur impeccable, badge à la main. Elle entra, sans frapper, sans hésiter. « Où est-ce Garnier ?» demanda-t-elle, sa voix comme une lame. Les officiers se figèrent. Étienne,
Dans un coin, sentit son cœur s'arrêter. Marc dehors, reconnut l'insigne du Bureau national d'enquête. Il murmura. Ils sont là. La foule retint son souffle. André, dans sa cellule, leva les yeux. Il ne sourit pas, ne parla pas. Mais dans son regard, une lueur. La justice arrivait, et son silence l'avait appelé. La salle d'audience était un écrin de bois sombre et de lumière tamisée, un lieu où le temps semblait suspendu. Les bancs, polis par des décennies de procès, grinçaient sous le poids des spectateurs. À l'extérieur, la place des Langes vibrait encore, mais ici, dans ce tribunal, un silence solennel régnait. Les drapeaux tricolores, immobiles, semblaient veiller sur la scène. André Dubois, toujours droit, était assis à la table des accusés, mais il n'était pas le prévenu. Ses menottes avaient disparu, remplacées par une veste propre, offerte par Marc, son ancien camarade. Ses yeux, calmes, balayaient la salle, s'arrêtant un instant sur chaque visage. Camille, au premier rang, son carnet d'esquisses serré contre elle, Madame Lefebvre, ses cheveux blancs noués en un chignon sévère, un mouchoir froissé dans la main. Étienne, en civil, mal à l'aise sur un banc du fond, son badge de policier abandonné. Et face à eux, Laurent Garnier, seul, le regard fuyant, ses lunettes de soleil absentes, révélant des yeux cernés, hantés. La juge, Claire Beaumont, entra, sa robe noire glissant comme une ombre. Elle s'assit, ajusta ses lunettes, son regard perçant. Elle connaissait André, non pas comme un accusé, mais comme un homme qu'elle avait croisé, des années plus tôt, lors d'une mission militaire au Mali. Un souvenir fugace, un salut respectueux sous un soleil brûlant. Aujourd'hui, elle était là pour juger, mais aussi pour écouter. Le procureur, un homme mince, aux cheveux grisonnants, se leva. Sa voix, claire, résonna dans la salle. « Laurent Garnier, vous êtes accusé d'abus de pouvoir, de violence aggravée et de discrimination raciale. » Il détailla les faits, l'arrestation brutale, la canne brisée, le sang sur les poignets d'André. La vidéo de Camille, projetée sur un écran, fit frémir l'audience. Chaque image était un coup, chaque mot de Garnier une blessure. La salle retint son souffle lorsque l'écran montra André, immobile, son regard défiant le chaos. Garnier baissa la tête, ses mains tremblantes sur la table. Il murmura quelque chose, inaudible. Claire leva un sourcil. « Parlez plus fort, monsieur Garnier. » Il se racla la gorge, sa voix brisée. « Je ne savais pas qui il était. » Un murmure traversa la salle. Madame Lefebvre serra son mouchoir, ses lèvres pincées. Camille griffonna dans son carnet, un dessin d'André, son visage comme une statue de marbre, intouchable. Sophie, la journaliste, était assise à l'arrière, son ordinateur portable ouvert. Elle tapait en silence, ses doigts capturant chaque mot, chaque silence. Elle avait publié un article la veille, un brûlot qui exposait les protections dont Garnier avait bénéficié. Des plaintes étouffées, des rapports falsifiés, des faveurs du maire. L'article, partagé des milliers de fois, avait forcé la mairie à se désolidariser de Garnier. Le maire, dans une conférence de presse maladroite, avait promis une « réforme profonde » du commissariat. Sophie savait que ce n'était qu'un début. Elle regarda André, son silence plus éloquent que tous les discours. Elle écrivit « Un homme, un silence, une révolution ». À côté d'elle, un jeune homme, Léo, le petit-fils d'André, serrait les poings. À 17 ans, il découvrait son grand-père sous un jour nouveau, non pas le vieil homme discret qui lui racontait des histoires de mère, mais un héros dont le passé pesait plus lourd que les médailles qu'il avait refusées. Léo murmura « Pourquoi tu n'as rien dit, papy ?» André, comme s'il l'avait entendu, tourna légèrement la tête, un sourire furtif aux lèvres. Claire, la juge, frappa son marteau. « Monsieur Dubois, souhaitez-vous témoigner ?» La salle se figea. André se leva, lent, sa veste un peu grande sur ses épaules. Il ajusta son col, un geste simple, presque solennel. Sa voix, grave, emplit la salle. « Je ne suis pas ici pour moi, je suis ici pour ceux qui n'ont pas de voix, pour ceux qu'on menotte sans raison,
qu'on insulte sans justice. Il marqua une pause, ses yeux balayant la salle. « Ce n'est pas mon combat, c'est le nôtre. » Un frisson traversa l'audience. Madame Lefebvre pleura, discrète, ses larmes gouttant sur son mouchoir. Camille cessa de dessiner, son crayon suspendu. Étienne, au fond, baissa la tête, ses joues brûlantes. Il avait quitté la police la veille, incapable de porter un uniforme qui avait trahi André. Garnier, lui, semblait rétrécir, ses épaules voûtées, son arrogance envolée. Le procureur présenta une lettre, écrite par André la nuit précédente. Claire la lut à voix haute, sa voix claire, mesurée. « Je ne veux pas de médaille, pas de statue. Je veux qu'on se souvienne, un homme n'est pas jugé par sa couleur, son âge ou son uniforme, mais par ses actes. Changez le système, pas mon histoire. » La salle resta silencieuse, un silence lourd, chargé de respect. Claire reposa la lettre, ses yeux brillants. « Monsieur Dubois, votre voix porte loin. » Elle se tourna vers Garnier. « Et la vôtre, monsieur Garnier, s'est éteinte. » Le verdict tomba, implacable. 5 ans de prison pour abus de pouvoir et discrimination, radiation à vie de la police. Garnier ne protesta pas. Il sortit, menottes au poignet, sous les regards lourds de la foule massée dehors. Les flashs des caméras l'aveuglèrent, un écho ironique de son propre passé. Dehors, la place des Langes s'était transformée en mémorial improvisé. Des bougies, des fleurs, des messages griffonnés entouraient l'endroit où la canne d'André avait été brisée. Léo, au centre, parlait à un petit groupe. « Mon grand-père m'a appris une chose, » dit-il, sa voix tremblante mais forte. « On ne gagne pas en criant, mais en se tenant droit. » Il avait organisé cette veillée, un hommage simple, sans caméra, sans discours. Les gens arrivaient, des vieux, des jeunes, des familles. Un boulanger déposa un panier de pain, un geste discret. Une femme chanta une vieille chanson, le temps des cerises, sa voix flottant dans l'air frais. Camille, à l'écart, esquissait la scène. Des silhouettes autour des bougies, unies par un silence qui parlait plus fort que les mots. Elle envoya son dessin à Sophie avec une note. « Pour André. » Sophie sourit, l'ajouta à son prochain article. La vérité, portée par une étudiante, un vétéran, une foule, changeait et l'ange. Au tribunal, André refusa les interviews. Il serra la main de Claire, un geste bref, respectueux. « Vous saviez » dit-elle à voix basse. André hocha la tête. « Je savais que la justice viendrait, pas pour moi, pour eux. » Il désigna la foule dehors, invisible mais audible, un murmure constant. Claire sourit, un sourire rare. « Vous êtes un homme rare, monsieur Dubois. » André ne répondit pas. Il sortit, retrouva Marc et Léo. Marc lui tapa l'épaule. « T'es toujours le même, un roc. » Léo timidement demanda « Papy, pourquoi tu n'as jamais parlé de tout ça ?» André regarda le ciel, les étoiles timides perçant les nuages. « Parce que les actes parlent plus fort, fiston. » Ils marchèrent, 3 silhouettes dans la nuit, vers la place illuminée. Étienne, seul, quitta le tribunal par une porte latérale. Il avait rendu son badge, ses rêves de carrière brisés, mais il se sentait léger. Il repensait à André, à ce regard qui l'avait poussé à écrire la vérité. Il envoya un message à Sophie. « Je veux aider. Dites-moi comment. » Sophie répondit. « Rejoins-nous. La lutte continue. » À Élange, le commissariat était sous enquête. Le Bureau national d'enquête fouillait les dossiers, déterrait les silences. Le maire, acculé, annonça des réformes, formation contre les discriminations, contrôle indépendant des officiers. Ce n'était qu'un début, mais c'était un pas. La foule, sur la place, ne criait plus. Elle chantait, un chant doux, porté par le vent. André s'arrêta au centre de la place, là où sa canne avait été brisée. Une petite fille, tenant une fleur, s'approcha. « C'est pour vous, monsieur. » André s'agenouilla, prit la fleur, un sourire doux sur les lèvres. « Merci, petite. » Il se releva, la fleur glissée dans sa poche. La foule l'entoura, pas pour l'acclamer, mais pour être près de lui, comme si son silence était un refuge. Camille, à quelques pas, rangea son carnet. Elle avait fini son dessin. André, debout, une lumière douce autour de lui,
La foule en arrière-plan, unie, elle murmura « C'est fini ». Mais elle savait que ce n'était pas vrai. L'écho d'André résonnait, dans les langes, dans les cœurs, dans les consciences. Son silence avait brisé un mur, et la vague, portée par des milliers de voix, ne s'arrêterait pas. L'histoire d'André Dubois, tissée à travers les 3 chapitres de La Voix du silence, est une fresque vibrante, un tableau où la dignité humaine triomphe face à l'injustice. Cette saga, ancrée dans la culture française, résonne avec des valeurs chères à notre société, la justice, l'honneur, la solidarité. Elle nous plonge dans un moment où un homme, par son silence, devient une force plus puissante que les cris de la foule ou les abus d'un système. Ce récit, bien que fictif, reflète des vérités universelles et des luttes bien réelles, celles que nous rencontrons dans nos villes, nos institutions et parfois dans nos propres cœurs. À travers André, Camille, Sophie, Étienne et les autres, nous découvrons des facettes de l'âme humaine, la résilience, le courage, mais aussi la fragilité et l'espoir. Ces personnages, chacun à leur manière, nous enseignent des leçons profondes, applicables à notre quotidien, dans un monde où l'injustice, sous toutes ses formes, reste une ombre persistante. Le premier sentiment qui émerge de cette histoire est l'admiration pour la force d'André. Son silence, loin d'être une capitulation, est une arme. Il incarne une dignité stoïque, une retenue qui rappelle les héros tragiques des grandes œuvres françaises, de Racine à Camus. Face à l'arrogance de Garnier, André ne plie pas. Il ne répond pas aux insultes par des cris, mais par un regard qui semble dire « Tu ne peux pas me briser ». Ce choix, presque philosophique, nous rappelle que la véritable force n'est pas dans la violence ou la colère, mais dans la maîtrise de soi. Dans la culture française, où l'éloquence et le débat occupent une place centrale, le silence d'André est paradoxalement éloquent. Il nous enseigne que, parfois, ne pas répondre est une réponse. Dans nos vies, lorsque nous faisons face à des provocations, un collègue injuste, une remarque blessante, une situation oppressante, nous pouvons choisir de répondre par la dignité, par une action mesurée, plutôt que par une explosion émotionnelle. Ce n'est pas une faiblesse, mais une stratégie, une façon de préserver notre intégrité tout en préparant le terrain pour une justice plus grande. Camille, avec son téléphone et son courage spontané, incarne une autre leçon, l'importance d'agir, même dans la peur. Cette jeune étudiante, sensible et hésitante, représente la jeunesse française, celle qui, dans les cafés parisiens ou les places de province, rêve d'un monde meilleur mais craint parfois les conséquences de ses actes. En filmant l'injustice, en osant partager la vidéo malgré les menaces et les doutes, Camille devient un symbole de l'engagement citoyen. Elle nous rappelle que, dans une société où les réseaux sociaux amplifient chaque voix, un simple geste peut déclencher une vague. Cette leçon est précieuse dans notre quotidien. Combien de fois avons-nous vu une injustice, un commentaire discriminatoire, un abus de pouvoir discret, et choisi le silence par peur du jugement? Camille nous pousse à agir, à utiliser les outils à notre disposition. Qu'il s'agisse d'un téléphone, d'une plume ou d'une parole, pour dénoncer ce qui est inacceptable. En France, où la liberté d'expression est un pilier, ce geste est un hommage à notre héritage révolutionnaire, un rappel que chaque citoyen peut être un acteur du changement. Sophie, la journaliste, et Étienne, le policier en quête de rédemption, nous offrent une autre perspective, celle de la responsabilité individuelle face à un système défaillant. Sophie, avec sa ténacité, incarne l'esprit d'investigation, une valeur profondément ancrée dans le journalisme français, de Zola à Mediapart. Elle ne se contente pas de relayer la vidéo de Camille, elle creuse, déterre, expose. Son travail montre que la vérité demande du temps, de la rigueur, mais surtout du courage. Étienne, quant à lui, représente la lutte intérieure, le conflit entre la loyauté envers une institution et la fidélité à ses propres valeurs. Sa décision de quitter la police, de dénoncer Garnier, est un acte de courage discret mais puissant. Ces deux personnages nous enseignent que changer un système commence par des choix personnels.
Dans nos vies, que ce soit au travail, dans nos cercles sociaux ou familiaux, nous faisons face à des moments où nous devons choisir, suivre la voie facile, conforme, ou défendre ce qui est juste, même au prix de sacrifices. En France, où l'idée de devoir est inscrite dans notre culture, Sophie et Étienne nous rappellent que la justice n'est pas seulement une idée abstraite, mais une pratique quotidienne. Madame Lefebvre et Léo, le petit-fils d'André, ajoutent une dimension collective à cette histoire. Madame Lefebvre, avec sa mémoire vive et sa colère contenue, représente la voix des aînés, ceux qui portent l'histoire d'une nation. Son témoignage, vibrant, rappelle l'importance de ne pas oublier ceux qui ont construit notre présent. Léo, jeune et idéaliste, incarne l'avenir, celui qui apprend des erreurs du passé pour bâtir un monde plus juste. Ensemble, ils soulignent l'importance de la transmission, un thème cher à la culture française, où les générations se parlent à travers les repas de famille, les récits, les commémorations. Dans nos vies, nous pouvons appliquer cette leçon en écoutant ceux qui nous entourent, en valorisant les histoires des anciens et en guidant les plus jeunes. La veillée organisée par Léo, simple mais poignante, nous rappelle que les gestes collectifs, une bougie allumée, une chanson partagée, ont le pouvoir de rassembler et de guérir. Enfin, l'histoire d'André nous confronte à une vérité universelle. L'injustice, qu'elle soit raciale, sociale ou institutionnelle, prospère dans le silence des témoins. La foule des langes, d'abord passive, puis unie, illustre ce passage de l'indifférence à l'action. Ce mouvement, si français dans son essence, évoque les grandes manifestations de notre histoire, de 1968 aux Gilets jaunes. Il nous enseigne que la justice n'est pas l'affaire d'un seul homme, mais d'une communauté. Dans notre quotidien, cela signifie soutenir ceux qui sont opprimés, même si cela nous met mal à l'aise. Cela signifie parler, filmer, écrire, agir, comme Camille, Sophie, Étienne et Léo l'ont fait. C'est un appel à la solidarité, à l'idée que, comme le disait Victor Hugo, rien n'est petit dans l'amour, ni dans la justice. Si cette histoire vous a touché, si le silence d'André et le courage de Camille vous ont inspiré, alors agissez. Laissez un like pour montrer votre soutien à la justice. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message, dans vos groupes, vos réseaux, vos conversations. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite, car chaque histoire compte, chaque voix mérite d'être entendue. Et dans les commentaires, laissez un 1 si vous croyez en un monde plus juste ou partagez vos propres réflexions. Ensemble, faisons résonner l'écho d'André. Votre geste, aussi simple soit-il, peut être l'étincelle d'un changement. À vous d'agir.